Ok, je pense que une bonne façon de démarrer le podcast, c'est de parler un petit peu de ton expérience avec Ido Portal. Donc, on le connaît, c'est un pionnier dans l'exploration et le développement du mouvement. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à démarrer un travail avec lui. Pourquoi tu t'es tourné vers lui et qu'est-ce que tu as recherché en travaillant avec lui? Ok. Salut Val, bonjour tout le monde. Alors, Ido Portal, c'est quelqu'un que j'ai connu d'abord d'une façon, euh, disons pas personnelle, c'est-à-dire j'ai commencé à entendre parler de lui en échangeant avec un pote il y a déjà presque 10 ans, suite à une blessure où j'étais arrêté pendant plus de 12 mois, en fait, après une blessure à l'épaule. J'avais connu un mec à l'université. Tu sais, les mecs qui font des choses un peu différentes de la normale, qui ont leur façon de faire. Souvent, ils se retrouvent un peu tout seuls, etc. Et moi, ça me fascinait. Et j'étais très curieux de savoir pourquoi lui faisait comme ça. Toutes les façons qu'il faisait. Il passait du temps au milieu. Quand les autres, ils allaient fumer une clope, lui, il allait faire des exercices. Et moi, je me disais, putain, c'est bizarre. Je suis intéressé à parler avec lui. Je commençais à parler avec lui et très rapidement, le mec, il m'a dit, écoute, si tu veux, moi, je peux t'aider dans la réathlétisation de ton parcours réhabilitatif de ta blessure à l'épaule. Du coup, si t'es intéressé, on peut commencer à bosser ensemble. J'ai réfléchi un peu de temps, genre quelques minutes, et je lui ai dit, je suis chaud, on peut commencer, même maintenant. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, vas-y, essaie de faire cet exercice-là. Et on a commencé à jouer un peu autour de certains mouvements basiques. La chose, il m'a plu pas mal tout de suite. J'ai bien accroché. C'était des choses que j'avais jamais fait jusqu'à ce moment-là. Du coup, ça, c'était un peu mon premier contact avec ce type d'approche. Et ensuite, dans les discussions que je pouvais avoir avec lui, c'est-à-dire pourquoi, où tu as pris cet exercice-là, pourquoi tu le fais, etc., etc. Lui, il me donnait des réponses et il m'a commencé à introduire ce que son mentor, c'était du coup Ido Portal. Il avait étudié avec lui pendant 1 ou 2 ans et que maintenant, il essayait de transférer un peu tout ça, son savoir-faire, dans son activité. Du coup, ça, c'était mon premier contact. Et à ce moment-là, moi, je me posais des questions sur moi-même et sur, en gros, je me disais pourquoi c'est arrivé cette blessure et, et comment je peux faire pour retourner au plus vite à mon activité. Dans tout ça, j'ai vite découvert que le problème, c'était pas trop le quoi, genre qu'est-ce que je faisais, mais plutôt le comment. Du coup, comment je faisais les choses, c'était quoi mon approche, comment j'abordais chaque exercice que mon coach me proposait ou que mon préparateur physique il me proposait. Du coup, euh, finalement, j'ai commencé à goûter un peu de ces idées-là, de cette différente approche. Et c'est quelque chose que j'ai gardé en tête pendant plusieurs années. Ensuite, 7 ans après, après avoir fait un parcours différent, j'ai nagé aux États-Unis, je suis revenu, j'ai arrêté de nager, j'ai commencé à me former dans d'autres choses. Euh, Après 7 ans, j'avais finalement les moyens économiques pour pouvoir m'inscrire à une formation chez Idoportal. Et du coup, dans un moment un peu de réflexion personnelle, je me suis dit, vas-y, c'est bon. À nouveau, j'ai réfléchi 2 minutes, je me suis engagé, pris mon billet pour aller à Berlin et j'ai passé 2 semaines dans une sorte de intensive, c'est 2 semaines de pratique, practice, de 7 heures du mat jusqu'à 21 h, 22 h le soir. On avait 1 ou 2 heures de pause à midi pour manger. Et en gros, dans ça, on a fait pendant 15 jours entraînement autour de différentes thématiques, du travail de respiration, du travail de mouvement, capacité organisationnelle, travail de rythme, travail de boxe, travail de mobilité, de force sur différents aspects qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours, au moins dans les salles de sport qu'on peut fréquenter souvent. Et tout ça, en fait, il m'a permis de élargir un peu mes horizons, faire des expériences physiques, mais aussi cognitives que je n'avais pas tout à fait eu la possibilité de faire jusqu'à ce moment-là, rencontrer des gens avec la même ouverture d'esprit et être en présence de quelqu'un
il était vraiment capable de rapporter une présence dans son activité, de faire passer des messages très complexes, mais avec une simplicité euh, étonnante. Et du coup, grâce à ça, j'ai commencé avec lui après un suivi en ligne grâce à une plateforme où je reçois des programmes. Bien sûr, je paye. Du coup, je m'engage à quelque chose. Je fais le choix de m'engager jour après jour. J'ai des périodes d'évaluation où il y a quelqu'un qui évalue mes progrès et qui les valide ou pas. S'ils ne sont pas validés, je reçois un bon resubmit où je dois reprendre les vidéos et améliorer ma technique pour arriver en fait aux paramètres souhaités dans ma progression. Et tout ça, ça m'a permis de mettre des mots sur mes idées, que je vais commencer à me former tout seul, mais vraiment de les clarifier avec des mots, de enrichir ma partie philosophique autour du mouvement, d'élargir ma vision et d'étudier tout ce qui est mouvement, entraînement, pratique, etc., d'une façon différente par rapport à ce qu'on peut apprendre dans des cours de formation qui sont proposés habituellement. Du coup, voilà, ça c'était un peu mon première approche avec lui et la façon dans laquelle on pratique à un niveau assez général. D'accord. Et du coup, il y a quelque chose qui est assez marquant dans ce que tu viens de décrire, c'est que il avait une manière bien à lui de proposer un nouvel apprentissage que tu retrouvais pas forcément, enfin comme tu l'as dit, qu'on retrouve pas forcément dans les formations académiques. Euh, L'apprentissage, c'est un petit peu le thème que je voulais aborder avec toi dans le podcast, puisque l'idée m'était venue après une story que tu avais mise sur Instagram où tu posais une question assez simple, mais en même temps pas facile à répondre. Tu demandais comment on apprenait quelque chose, comment on apprenait une activité ou un nouveau skill ou une langue, enfin comment on mettait en place une certaine stratégie pour apprendre quelque chose. Et ça me paraissait assez pertinent comme question parce que c'est quelque chose auquel on réfléchit pas forcément, on n'a pas forcément une stratégie au départ quand on souhaite apprendre quelque chose. Et du coup, je voulais échanger avec toi. Et du coup, je pense que pour commencer la discussion là-dessus, l'idée, c'est peut-être de définir déjà ce qu'est l'apprentissage selon toi. Qu'est-ce que c'est apprendre selon toi? Oui, bah, je t'ai dit, j'étais arrivé à faire cette réflexion sur Instagram. Après, on avait parlé vite fait et j'ai reçu quelques réponses à la question que j'avais posée, comment tu apprends, qui étaient assez intéressants, mais qu'ils allaient tous pointer dans une direction que c'était pas celle que je souhaitais en fait provoquer ou rechercher. Si je dois définir l'apprentissage, moi je dirais que c'est un processus. C'est un processus qui est en fait une conséquence d'un état d'esprit. Dans ce processus, d'apprentissage, il y a deux parties. Une partie qui pour moi c'est la première, c'est une partie interne qui concerne la personne, qu'on pourrait résumer avec la phrase Know thyself ou connais toi-même, où d'abord j'essaie de connaître moi-même, mes émotions, j'ai réagi à certaines situations dans la situation d'apprentissage, dans la relation avec les gens, dans la relation avec l'environnement. Et du coup, dans la partie extérieure où ça concerne plutôt en fait la relation, ma relation avec l'environnement extérieur. Du coup, tout ce qui est l'environnement extérieur, les personnes, comment eux ils réagissent à ce que je fais, etc. Ensuite, ces deux-là, ils nous donnent la possibilité de observer des choses qui se passent constamment tous les jours, dans chaque moment, ou observer des choses, écouter son corps, ses sensations, qu'est-ce qui se passe autour de moi, et ensuite de pouvoir s'adapter afin de apprendre quelque chose ou faciliter ce processus. Je pense que dans ce processus, il y a, en fait, c'est un équilibre entre la curiosité de l'étrange, de vouloir apprendre quelque chose de nouveau,
Et de l'autre côté de la balance, on a un peu la sécurité qu'on a toujours quand on reste dans notre zone de confort, dans les choses qu'on sait faire et qui ne nous met pas en fait en danger. Je pense que l'apprentissage, on peut vraiment parler d'apprentissage quand on arrive à casser cet équilibre, du coup créer un déséquilibre vers la curiosité. Ça va dire qu'il faut accepter de laisser arrière quelque chose, de, entre guillemets, oublier quelque chose qu'on connaît déjà pour se donner la possibilité de éventuellement découvrir quelque chose de nouveau. Je pense que dans ces cas-là, on peut rien perdre parce que si ce que je cherche d'apprendre, c'est déjà quelque chose que je connais, voilà, ça me change pas. Mais par contre, si ce que je connais pas et que j'ai fait l'effort d'apprendre, c'est quelque chose qui peut me servir, en fait, là, j'aurai appris quelque chose et du coup, je vais renforcer, je vais élargir ma boîte à outils ou mon bagage d'expérience. Et ensuite, à nouveau, dans ce processus d'apprentissage, du coup, je dirais il y a trois étapes. La première, c'est apprendre à apprendre, en fait. C'est quoi la posture, l'attitude que je dois avoir pour démarrer l'apprentissage de quelque chose. Ensuite, je vais apprendre à me connaître et ensuite, je vais apprendre à apprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'est un peu ma définition d'apprentissage et les étapes qui vont avec. Et il y a un truc qui me parle beaucoup, c'est effectivement, il y a cette zone de confort dans laquelle on évolue quand on maîtrise, enfin en tout cas quand on a la sensation, le sentiment de maîtriser notre sujet. Il y a cette zone de confort. Et c'est vrai que apprendre, c'est aussi accepter de repartir, alors peut-être pas de zéro, mais en tout cas de repartir dans un rôle où on ne connaît pas tout, on maîtrise pas tout. Et il y a peut-être parfois un peu cette peur d'échouer ou cette peur de pas savoir faire qui peut freiner l'apprentissage. Tu sais, généralement, moi je parle de mon expérience personnelle, mais quand on découvre une nouvelle discipline, une nouvelle activité, une nouvelle langue, on a d'abord la curiosité, effectivement, on se dit, ouais, ça serait cool, tu vois, ce serait cool de maîtriser ça. Et après, il y a le moment où on passe à l'action, on démarre l'apprentissage et on se rend compte du chemin qu'il y a à parcourir avant de maîtriser la chose. Et des fois, cette distance-là, elle est tellement grande et tellement impressionnante que du coup, bah, on abandonne très très vite. On se dit, wow, j'y arriverai jamais, je sais pas faire ci. Et souvent, moi, je le vois avec des patients, avec des clients. C'est à ce moment-là, juste au moment où ils démarrent l'activité, qu'ils sortent des phrases comme j'y arriverai pas, je suis pas capable, je sais pas faire, c'est trop dur pour moi. Comme si le cerveau mettait en place tout un tas de processus pour te pousser à abandonner, pour justement éviter de te retrouver hors de cette zone de confort et possiblement face à l'échec. Et cette période-là, je trouve que c'est la plus difficile, c'est-à-dire que presque c'est les premières, quand tu démarres un exercice, en gros, c'est les premières minutes, les premières secondes. Et quand tu démarres l'apprentissage de quelque chose qui est un peu plus sur le long terme, ces premières semaines où tu te dis, OK, juste n'aie pas peur, quoi. Vas-y, apprends, et ça va venir au fur et à mesure. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça, cette sensation où tu as presque tout de suite envie d'abandonner parce que ça te semble trop difficile? Oui, j'ai déjà expérimenté plusieurs fois et je suis complètement d'accord avec toi sur ces deux points-là. C'est-à-dire que pour moi, tout ça va se vérifier pour une raison, que c'est que le système, normalement, dans lequel on vit, notamment aussi le système sportif, il nous pousse il faut arriver à un résultat. Du coup, quand on commence quelque chose, on se dit tout de suite, ah ouais, putain, il faut que, je sais pas, là je vois, c'est un peu la mode de ce moment-là, c'est l'Aerox. En fait, les gens tout de suite, ah ouais, je vais faire l'Aerox. Après, quand ils vont lire, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'Aerox? Ah putain, c'est 1 heure. Il faut faire ça, ça, ça. Ah ouais, non, bon, c'est trop long. Et ça arrive, c'est normal. Il y a trop d'écart entre là où on est et là où on veut arriver. Je pense que c'est crucial comprendre que c'est une progression par étapes et que du coup, il faut d'abord viser plus bas, mais quelque chose de faisable. Je peux pas faire 1 heure si ça fait 5 ans que j'ai pas fait du sport. Ou je peux le faire, mais après, je vais avoir des conséquences physiques parce que je suis pas capable de gérer cette charge.
Et du coup, voilà, il faut viser plus bas au début pour ensuite pouvoir continuer à charger et avoir un plan. Et deuxièmement, je pense que c'est parfois on a l'excitation tout de suite, on est hyper motivé. Allez, vas-y, je me mets, je le fais 2 fois. Ouais, je vois que dès que je vois que je progresse plus, je laisse. Et ça, à nouveau, c'est récurrent parce que les gens, ils comprennent pas que quand on veut changer quelque chose, quand on veut faire quelque chose de différent, on a beaucoup de résistance. On n'a pas d'inertie. Si on veut créer une habitude, il faut vraiment créer une inertie pour pouvoir lancer cette habitude-là. Et du coup, la première partie de ce processus, il prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour pouvoir finalement créer cette inertie. Et après, je ne dis pas dérouler tout seul parce qu'il y aura toujours une composante d'effort et je vais revenir sur ça après. Mais il y aura toujours une composante d'effort. Mais ensuite, une fois qu'on a créé la routine, on a gagné cet élan, ça va être plus facile d'avoir une idée vers où on veut aller et de comprendre que à fur et à mesure, on peut se rapprocher de nos objectifs. Et du coup, il y a un truc qui revient là. Donc, tu disais, bon, si je fais simple, en gros, l'idée, c'est d'avoir, au-delà d'avoir juste un objectif enfin, un point de départ et un objectif final, l'idée, c'est d'avoir des objectifs, on va dire, intermédiaires qui nous permettent, en gros, de se repérer, d'avancer. Et du coup, ça fait un petit peu écho au mode de fonctionnement que tu disais avec Ido Portal, où en gros, alors moi, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais d'après ce que tu as dit, tu as une certaine période d'entraînement. Et à la fin de cette période d'entraînement, on va dire que tu as des paramètres à valider. Soit tu les valides et tu passes à la suite, soit tu les valides pas. Et dans ce cas-là, tu dois continuer à les travailler jusqu'à les valider. Est-ce que toi, dans ta façon d'apprendre, est-ce que ça fait partie de ta stratégie d'apprentissage que tu mets pour toi ou que tu utilises avec tes athlètes de, ok, mettre ces paliers et dans ce cas-là, comment tu fais pour déterminer quels sont ces paliers? Tu vois, tu prenais l'exemple de l'Aerox. Ok, il y a tant de mouvements à faire, tant de kilomètres à courir. Quels sont ces objectifs à court terme que je vais mettre en place? Quels sont les paramètres que je vais prendre et que je vais chercher à évaluer pour savoir si tu peux passer à l'étape suivante ou pas? Parce que ça aussi, je pense que c'est un skill, une compétence à avoir, d'être capable de retirer d'une activité les compétences à acquérir pour la faire. Tu vois? Donc ça, j'aimerais bien savoir un peu quelle est ta réflexion et quel est ton point de vue là-dessus. Et ensuite, est-ce que du coup tu le mets en place avec tes athlètes et de dire, OK, tant que t'as pas réussi à faire ça, ça sert à rien de passer à ça parce que t'as pas les bases, quoi. Alors, je vais commencer un peu du début. La première chose que tu as dit, ouais, je pense à dire, c'est très simple. À mettre en pratique, c'est plus complexe. Parce que la première chose, c'est qu'en fait, chaque personne, il a un ego. Et du coup, démarrer avec des résultats très bas, genre des résultats, des objectifs assez simples, ça plaît pas à tout le monde. Surtout à nouveau dans la société où on est habitué à valoriser presque seulement des efforts physiques, à montrer en fait qu'un effort ou une bonne séance, c'est égal à je transpire, j'ai envie de vomir et je suis congestionné à bloc. Moi, ce que je pense que c'est important là-dedans, du coup, c'est déjà essayer à fur et à mesure d'abandonner un peu ça et se détacher d'avoir un résultat immédiat tout de suite. Du coup, organiser l'apprentissage en montrant aux athlètes ou aux clients que il n'y a pas seulement le physique où on peut travailler, mais il y a plein d'autres choses. Il y a la partie cognitive, il y a la partie du sentiment de compétence, etc. Et tout ça, je pense que c'est une éducation aussi. Et il faut faire l'expérience d'aller rechercher des sensations là-dedans. Du coup, créer des tâches où il n'y a pas seulement un objectif physique, un objectif, dans notre cas, de la natation chronométrique, mais où il y a des objectifs, par exemple, cognitifs ou des contraintes cognitives qui vont modifier, du coup, la partie physique. C'est-à-dire, en émettant certaines contraintes, je peux créer une situation où les athlètes
ils vont être obligés à ralentir leur mouvement, leur façon de faire, leur façon de penser, parce que la tâche, elle est compliquée d'un point de vue cognitif. Ils vont éventuellement faire des erreurs et du coup, ils vont devoir corriger activement et le plus rapidement possible ces erreurs-là. Ensuite, la difficulté, c'est une exigence physiologique quand on veut apprendre quelque chose, d'un point de vue physique et d'un point de vue cognitif. Si on veut créer une adaptation, en fait, il faut qu'à un moment donné, je sois capable de créer une surcharge qui stimule une adaptation de mon système corporel ou intellectuel. Et ensuite, je peux passer à autre chose. Mais tout ça, à nouveau, il faut apprendre à ressentir d'autres paramètres au-delà de un feedback qui peut être d'un entraîneur sur quelque chose de très concret. Moi, je crois beaucoup sur comment, comment tu arrives à t'auto-évaluer dans la tâche que tu es en train de faire. Ok. Et, et du coup, pour revenir à la deuxième partie de ma question, euh, comment tu réfléchis pour retirer les paliers, en gros, que tu vas chercher à obtenir chez l'athlète pour arriver à l'apprentissage final? Mhm. Alors, je pense que, en fait, dans la stratégie d'apprentissage, et je pense que ça pourra répondre un peu à cette question-là, dans mes stratégies d'apprentissage, la première chose, je pars de moi-même, c'est je me fais un examen de conscience, en fait. Je prends conscience de où je suis maintenant et où je veux arriver. J'essaie de mesurer d'une façon objective c'est quoi l'écart entre les deux points en fait. Est-ce que c'est un truc comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Etc. Du coup, je vois déjà la situation d'un point de vue logistique, disons. Ensuite, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a des contraintes externes qui vont influencer ma structuration de la pratique? Si je veux apprendre à danser, mais j'ai aucune contrainte, en fait, je peux aller une fois par semaine avec ma copine ou avec des amis ou je sais pas quoi. J'ai le temps, en fait. Du coup, je ne suis pas pressé, et j'y vais, je m'amuse. J'ai une certaine attitude. Si par contre, dans le cas sportif, j'ai des contraintes à niveau de temps, c'est-à-dire j'ai une date limite, j'ai une échéance où je dois arriver à maîtriser ça, sinon, voilà, sinon je passe pas le cap et je peux pas avancer dans ma carrière, je peux pas faire des choses. À ces points-là, il faut essayer de le prendre en considération. Est-ce qu'il y a des adversaires et du coup, en fait, il y a des choses qui dépendent de moi ou qui dépendent plus de moi. Du coup, la stratégie employée, ça va être un peu différente selon la tâche et selon les contraintes externes. Moi, je vois deux stratégies dans l'apprentissage qui sont une un peu l'opposé de l'autre. Sur un côté, on a un apprentissage, et là je vais citer entre mes Ido Portal dans de ses classes, quand j'étais là à Berlin, on peut avoir une façon d'apprendre qu'on pourra définir comment faire un sketch. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui va dessiner quelque chose, quand il commence à faire son tableau, il commence pas à faire les détails les plus importants. Il commence, il prend son crayon et il fait un gros truc très, très, très général. Presque tout de suite, on se dit, wow, je sais même pas qu'est-ce que c'est exactement. Et ensuite, à fur et à mesure avec le travail, il y a quelque chose qui va apparaître. On voit une forme, on dit, ah ouais, c'est la forme de, je sais pas, d'une femme. Et après, on voit à fur et à mesure des détails. Et du coup, on voit du très général à quelque chose de très détaillé, à fur et à mesure. Ça, c'est une façon d'apprendre. L'autre façon, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire presque, je commence avec des détails. C'est-à-dire, je connais pas le terme en français exact, mais je vais isoler chaque partie du mouvement que je vais apprendre dans des micro-parties, dans des sous-parties très simples. Je prends confiance dans la répétition de chaque partie. Ensuite, je dois être bon à lier cette partie entre elles pour créer une partie
plus grande. Et seulement ensuite, je vais essayer de rendre cette partie-là fonctionnelle. Du coup, ces trois étapes, je les définirais comme isoler des parties clés du mouvement ou de la skill que je veux apprendre, les intégrer, du coup, partie d'intégration, et ensuite la partie de improvisation. Je improvise quelque chose dans la vie de tous les jours ou dans certaines situations, dans certains contextes, et je m'adapte au contexte et je vois en fait si je suis vraiment capable de reproduire ma skills dans différents contextes. Si ça manque la partie de improvisation, en fait, je peux pas dire de pouvoir maîtriser ma skill ou n'importe quelle chose. Ok. Il y a... Là, du coup, ça fait un petit peu écho. On va parler d'un truc que tu sais faire dans, par exemple, l'apprentissage des langues. Mhm. Puisqu'aujourd'hui, toi, tu parles plusieurs langues. Euh, Ça veut dire qu'en gros, si je prends l'exemple, donc les deux stratégies que tu as mis en place sur l'apprentissage d'une langue, soit dans un premier temps, première stratégie, j'essaye de parler et de faire des choses assez globales, quitte à faire plusieurs fautes, et tout doucement, j'essaye de corriger mes fautes pour arriver à quelque chose de correct. Deuxième stratégie, je commence à apprendre des mots et directement du vocabulaire et la conjugaison des verbes, etc., pour ensuite assimiler ces choses-là, en faire des phrases et ensuite pouvoir improviser et donc parler. Donc soit je pars de je parle pas très bien mais je parle puis je corrige, soit je pars de j'apprends les fondations et ensuite j'essaye de parler. C'est un peu c'est Oui, et ensuite, à nouveau, je pense que ça dépend un peu du contexte, c'est-à-dire de la raison pour laquelle je veux apprendre une langue. C'est-à-dire, si je veux apprendre une langue seulement pour pouvoir parler et aller faire mes courses au supermarché, parler avec des copains, etc., je pense qu'en fait, avec le truc très général vers la spécificité, ça pose aucun problème. Si, comme dans mon cas, tu arrives en France et tu commences à ce moment-là à l'université et tu dois rendre des dossiers et tu dois comprendre qu'est-ce qu'ils expliquent les professeurs, etc., etc. Je pense que cette approche-là, il ne pourra pas te permettre de aller vraiment jusqu'au bout. Parce qu'ils vont te manquer tout le temps des des petites parties pour pouvoir vraiment t'exprimer, faire passer ton message, faire passer ton idée, etc. Après, les deux, je pense, ils sont complémentaires. Et d'ailleurs, toi, si tu veux, j'ai une anecdote un peu là-dessus. ouais, Souvent, les gens, ils me disent, ouais, comment tu as appris le français? Tu parles pas trop mal, bon, tu as ton accent pas trop d'origine et mal. tout. Tu Mais parles pas trop voilà. mal. Et en fait, moi, je rigole, il me dit, ouais, tu as fait des cours, tu as appris ça au lycée. Je dis, bah non, en fait, au lycée, je n'ai pas fait français. Je savais vraiment rien dire. Et, et en gros, si tu veux, je me suis inscrit à l'université à Nice. Et pendant l'été, une fois que j'étais inscrit, j'étais voir un professeur à Nice. Sur un jour, je paye ma bagnole, je suis venu à Nice, je parle au mec, je lui dis bonjour. Et en fait, je me rends compte à ce moment-là, je dis, wow, je connais rien de français. Genre, ma phrase s'arrête à bonjour. Après, je suis obligé de parler en anglais ou en italien. Et là, j'ai eu un peu la honte et je me suis dit, wow, il faut vraiment que je bosse là-dessus. Je suis rentré chez moi, j'ai essayé de bosser. J'ai pas une vieille grammaire, j'ai commencé et je me suis dit, bon, ça marchera pas comme ça. J'ai essayé de voir s'il y avait des cours de langue à Nice, etc. Ça coûtait trop cher, je ne pouvais pas me permettre de faire ça. Alors, je me suis dit, voilà, ma seule option, j'ai trouvé un job sur une plateforme qui s'appelle Workaway. Tu vas bosser chez quelqu'un, tu es hébergé et tu bosses pour eux et eux, ils te donnent à manger, à dormir. Du coup, j'ai trouvé une personne dans l'RRP de Nice, à Bouillon, un petit village de, je sais pas, 400 habitants ou un peu plus. Et je me suis retrouvé là-bas, dans les montagnes, avec une personne de 75, 77 ans. Il parlait pas italien, du coup, il me parlait en français. J'y comprenais pas grand-chose. Et là, du coup, si tu veux, j'ai eu cet apprentissage très général vers quelque chose d'un peu plus spécifique. Premier jour, il me disait des choses, je comprenais rien, j'ai essayé de me faire comprendre. Voilà, je suis italien, j'arrivais à m'en sortir avec des gestes et on se comprenait. Après 2 semaines avec lui, j'ai arrivé à dire deux, trois mots, j'arrivais à faire des phrases, je faisais plein de fautes, mais j'arrivais à faire passer mon message. Tout ça, ça m'a permis, si tu veux, d'apprendre quelque chose.
et de pouvoir tout de suite un peu l'utiliser. Quand je suis arrivé à Nice, une semaine après, j'arrive à la fac, je pouvais me présenter vite fait et dire deux, trois phrases pour connaître des gens. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, ça va pas suffire parce qu'au premier cours, je m'assois et je comprends rien. Ça va trop vite. Il y a des slides, il y a des mots écrits en français. Quand je dois prendre des notes, en fait, j'écoute en français, j'essaie de traduire en italien, en anglais, et après, je dois refaire le boulot chez moi pour traduire dans une autre langue. Ça me prend trop de temps, c'est pas du tout efficient, c'est pas efficace. Et alors là, je me suis dit, il faut que je trouve une autre situation. Et j'ai utilisé la isolation, integration, improvisation. C'est-à-dire que j'ai pris un cahier, j'ai acheté des livres et j'ai gardé ce cahier-là toute la journée avec moi. Quand j'entendais des mots qui étaient récurrents des conversations, je disais, OK, ça c'est important. Alors j'avais un pote qui s'appelait Patrick et je disais, Patrick, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment tu l'écris? Et dis-moi la signification. Il me disait, j'ai marqué sur mon cahier. J'allais lire un livre chez moi quand je rentrais, je comprenais rien. Chaque mot, je l'ai noté sur mon cahier, je l'ai cherché sur un dictionnaire, etc., etc. Après quelques semaines, j'avais peut-être 500, 700, 1000 mots et que j'avais appris et que je pouvais commencer à utiliser dans des contextes. Du coup, je passais aux modalités intégration. J'essayais de faire des phrases avec les mots que j'avais appris, j'essayais de conjuguer les verbes, etc. Et ensuite, sur la partie d'intégration, pour moi, il y a deux choses qui sont très, 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 très importantes. La première, c'est écrire. Ou avec mon niveau de base, tous les soirs, j'entrais chez moi, je faisais un résumé de ma journée en français. Même si c'était pourri, même si c'était plein de fautes, j'écrivais ma journée. Aujourd'hui, j'ai connu cette personne-là. Aujourd'hui, en cours, j'ai rien compris. Aujourd'hui, j'étais content, j'ai fait mes courses, etc., etc. Et du coup, en fait, ça, au fur et à mesure, je voyais, j'étais capable d'être plus fluide. Mes pensées, ils devenaient de plus en plus complexes et j'arrivais à m'améliorer. Et après, dans le côté improvisation, on faisait un jeu quand j'étais à la fac avec certains de mes copains. Je venais d'apprendre un nouveau mot et je disais, OK, Patrick, j'ai appris, je sais pas, Doukou. Les jeux, c'était, lui me disait, tu as 5 minutes pour utiliser Doukou dans une phrase. Et alors là, parfois on était comme ça dans le réfectoire, on était en train de manger, j'ai essayé de l'utiliser, ou parfois c'était marrant parce qu'on était en cours, et du coup je vais poser une question en utilisant ce mot spécifique. Parfois elle avait rien à voir avec les sujets qu'on abordait, et du coup ça nous faisait rigoler ou autre, mais ça je pense que c'était vraiment un moment clé dans mon apprentissage. Et sinon, après, lié l'improvisation dans d'autres situations, c'était, je me disais dans le premier mois, que j'étais à Nice, chaque jour, hein, le samedi et le dimanche, je sortais de chez moi et je me disais, samedi 17 septembre, je dois parler au moins avec 10 personnes. J'arrête 10 personnes dans la rue, je commence à parler de n'importe quel sujet à n'importe qui. Ça peut être des vieux, ça peut être je sais pas, tu peux imaginer. On sait tous vers qui tu t'es tourné le plus souvent. Et du coup, ça, en gros, ça m'a aidé beaucoup parce que tu sais pas les autres personnes comment elles te répondent, combien ça peut durer la discussion, quel niveau de langage ils ont. S'il faut, tu parles avec quelqu'un qui te répond en verlan, au début, je comprenais pas moi. Je me disais, putain, mais vénère, ça veut dire quoi? En fait, je connais pas, je cherchais sur le dictionnaire, je ne trouvais pas. Et du coup, ça, grâce à ça, tu ne maîtrises pas totalement ton environnement. Tu es obligé à apprendre chaque fois. Avec cette petite auto-évaluation à la fin de chaque période d'improvisation, j'ai arrivé à dire, OK, aujourd'hui, j'ai appris 4 mots. J'ai appris que à niveau culturel, par exemple, ça passe pas. Du coup, je dois changer cette approche-là, etc., etc. Ah, c'est hyper intéressant tout ça. Franchement, c'est parce que du coup, ça met bien une stratégie en place. Et moi, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est système. Donc, j'aime bien quand c'est systématisé, de savoir ce qu'on fait et vers où on va. Et du coup, ça me fait deux réflexions. La première, c'est bon, effectivement, là, on parle des langues, mais c'est applicable dans le sport, puisque bon, toi, tu coaches en natation. Est-ce que tu as remarqué, parce que tu disais que
le choix de la stratégie globale vers spécifique ou spécifique vers global, ça dépend notamment du contexte. Mais est-ce que tu as remarqué aussi que ça pouvait être dépendant de la personne et entre guillemets de sa façon de réfléchir? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, à mon sens, ont besoin de pratiquer vite, tu vois, pour créer cette inertie dans l'apprentissage dont tu parlais tout à l'heure. Donc dans ce cas-là, peut-être que pour ces personnes-là qui ont besoin de pratiquer rapidement, eh bien, ça va plutôt être du général vers le spécifique. Et à côté de ça, tu vas avoir des personnes qui ont plutôt besoin de bien faire et de savoir qu'elles font bien pour créer cette inertie dans l'apprentissage. Et dans ce cas-là, elles vont plutôt avoir besoin de partir du spécifique vers le global. Est-ce que toi, tu as remarqué aussi que dans ton expérience, il y avait également, donc, comme je le suppose, voilà, des personnes qui vont plutôt préférer un mode d'apprentissage plutôt que l'autre, ou est-ce que ça fonctionne chez tout le monde? Ouais, non, moi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour moi, du coup, dans l'apprentissage, il n'y a pas une ITER, il n'y a pas une structure que c'est la bonne structure, en fait. Il n'y a pas cette méthode-là, c'est la meilleure. Je pense que c'est dépendant du contexte, de la personne et de la tâche. Et chaque fois, ces trois points, ils vont définir une stratégie personnalisée. Après, ce qui est intéressant là-dedans, pour moi, c'est un premier, c'est vrai qu'un certain type de personne avec son caractère, il a plus de facilité à apprendre quelque chose d'une certaine façon. Si c'est nous qu'on la coach, c'est normal que le lien qu'on peut créer à fur et à mesure avec le temps, ça nous permet de la connaître et du coup de pouvoir adapter davantage la structure de nos systèmes d'apprentissage. Ça demande du temps, ça demande de l'honnêteté du client vers le coach, de l'athlète vers le coach et vice-versa. Et après, j'étais du coup en train de faire une réflexion sur ce que tu as dit tout à l'heure. Par exemple, moi je trouve que quand il manque une des parties que j'ai exposées tout à l'heure, euh, par exemple dans l'apprentissage d'une langue, on peut pas vraiment arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire la même chose avec l'anglais, j'ai réussi, même avant d'apprendre le français d'ailleurs, de la même façon. Et par contre, en fait, pour curiosité, j'ai essayé d'apprendre le russe. Et là, je me suis rendu compte qu'il manquait l'étape numéro 3. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris du vocabulaire, j'ai appris des verbes, j'ai appris de la construction de certaines phrases. Du coup, j'avais ce processus de isoler des éléments, de les intégrer ensemble. Mais par contre, ça me manquait la partie de pratique dans la vraie vie. J'avais pas, en fait, je vis pas en Russie. Je n'avais pas une communauté russe dans laquelle je pouvais sortir ou voir beaucoup de gens et parler très souvent ce langage. Et du coup, je suis arrivé à un niveau, je suis arrivé à un plateau et je reste toujours à ce plateau-là. Du coup, ça, c'était pour revenir sur la question avant. Et, et la deuxième chose là que je voulais parler, c'est que du coup, ça me fait penser que, tu sais, à comment on apprend l'anglais à l'école. Parce qu'on va pas se mentir, en France, on est quand même très mauvais. Euh, Moi qui ai eu la chance un peu de voyager et de côtoyer des personnes de d'autres pays, sans aller très loin, hein, mais d'autres pays, ils parlent quand même beaucoup mieux d'autres langues que nous, français. Et si on part du principe un petit peu de ce que tu as dit, que si le contexte, si l'objectif, c'est surtout de pouvoir parler et de communiquer, sans forcément avoir un anglais parfait, mais juste d'être capable d'avoir une conversation, ce qui est, à mon avis, l'objectif de la majorité des Français, hein. Il y en a, ok, certains qui vont avoir besoin d'avoir un anglais excellent pour leur travail ou parce qu'ils doivent remplir des dossiers ou des choses comme ça. Mais pour la grande majorité des gens qui vont à l'école et qui veulent apprendre l'anglais, l'objectif, c'est surtout de pouvoir dialoguer, se faire comprendre, etc. Pour autant, quand on regarde comment c'est enseigné à l'école, enfin en tout cas moi comment c'était enseigné pour moi à l'école, on t'apprend d'abord, on choisit cette option du spécifique vers le général. C'est-à-dire que tu arrives à l'école, on t'apprend les temps, on te demande d'apprendre les verbes irréguliers, on te demande d'apprendre les conjugaisons, on te donne certains mots de vocabulaire. Et tu dois apprendre tout ça. Et le truc, c'est qu'en plus, chaque année, on te le répète. C'est-à-dire que chaque année, tu recommences à apprendre les verbes irréguliers, tu recommences à apprendre les temps, tu recommences à apprendre du vocabulaire. Et il n'y a pas, en tout cas, il y a très peu cette phase alors d'intégration, pourquoi pas, mais il n'y a pas cette phase d'improvisation que tu mettais dans la boucle. Euh, et je me demande si, du coup, l'autre option, c'est-à-dire on arrive en classe,
même jeune, hein, et on commence à baragouiner, à dire des choses en anglais de manière très globale, avec plein d'erreurs, pour ensuite essayer de les corriger, ce serait pas plus efficace pour l'objectif des Français, du moins jusqu'au bac, jusqu'au lycée, c'est-à-dire communiquer. Tu vois? Après, tu peux peut-être faire des spécialisations et corriger certains points, mais si l'objectif de base étant de communiquer, peut-être que ce serait plus efficace, soit d'aller du général vers le spécifique, ou alors, à mon avis, comme tu le disais, eh bien, de rajouter cette phase d'improvisation qui, à mon sens, manque dans le niveau scolaire, ce qui fait qu'en fait, on a tous le même niveau à la fin, c'est-à-dire le niveau du je connais mes verbes irréguliers, je sais conjuguer, je connais quelques mots de vocabulaire, mais en réalité, je suis incapable de prendre tout ça et d'en faire une langue et de communiquer avec la personne qui est en face de moi. Moi, je dis, moi, j'ai pas fait l'école en France, du coup, je ne sais pas exactement comment il est enseigné l'anglais. Par contre, moi, je peux te parler de l'Italie et je trouve que qu'on parle de la même chose. Et ça, voilà, toi, quand j'ai des potes qui viennent de d'autres pays, comme je sais pas, les Pays-Bas ou l'Allemagne, etc., ils ont un anglais qui c'est complètement différent. Et je pense que eux, ils ont cette partie de improvisation parce que justement, ils m'expliquaient des copains des Pays-Bas, ils disaient, par exemple, nous, on n'a pas les films, ils sont pas traduits en néerlandais, quoi. En fait, c'est Ouais. en anglais. Du coup, au moins, on est forcé, dans certains cas, à faire ça. Souvent, les universités, pareil, tu dois parler anglais. Point barre. En Italie, c'est pas comme ça. On a tout traduit en italien et tous les films, ça existe en italien, avec des doublures, etc., etc. Au-delà de ça, je pense que le problème d'un système, je dis pas scolaire, mais d'apprentissage, par exemple, d'une langue à l'école, c'est qu'en fait, le système, il cherche de nous faire apprendre quelque chose où la seule chose qui l'intéresse, c'est le résultat. Je dois avoir une note que ça doit être, je sais pas, plus de 10 sur 20 ou plus de 5 sur 10 en Italie. Si j'ai ça, voilà, c'est bon, il n'y a plus personne qui me fait chier, j'ai validé mon truc. Et du coup, là-dedans, tu as aucune curiosité. Et, et tu sais que tu peux vite fait tricher et pour avoir un résultat, et voilà, il n'y a plus personne qui va t'emmerder avec ça. Et ensuite, l'autre problème, c'est que les gens, ils vont te corriger tout de suite parce que c'est pas parfait, parce que t'as pas le bon accent. Alors qu'en vrai, bon accent ou pas, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'en vrai, voilà, ça c'était. Moi, j'ai fait plein de fautes, mais en fait, à un moment donné, à l'université, mes copains, ils me comprenaient, mes professeurs, ils me comprenaient. Et c'est là où, grâce à la possibilité de m'exprimer, j'ai eu des vrais feedbacks pour pouvoir progresser. Du coup, je pense que par exemple, dans l'apprentissage d'une langue, il y a un système qui peut marcher ou pas, mais après, ça fait beaucoup de la personne et beaucoup de contexte. Par exemple, là, beaucoup de personnes commencent à parler anglais ou autre parce qu'ils sont intéressés à du texte de musique. Du coup, ça leur plaît ça, ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'il dit la chanson, ils vont apprendre des mots en anglais. Ou finalement, parce que je veux voir un film, ou je veux voir une série qui sort d'abord aux États-Unis avant qu'il arrive en France ou en Italie, ça prend 2 ans, je veux la regarder en anglais. Et du coup, ça, c'est un objectif concret et intéressant qui pousse les gens à apprendre quelque chose. Si tu les fais faire de la grammaire, ça va pas très loin, je trouve. C'est chiant et tu vois pas l'utilité pratique tout de suite. Oui, donc en fait, il y a deux points là qui me semblent importants dans ce que tu as dit. Un, il y a l'importance de garder la personne éveillée, et par éveillée, j'entends curieuse, motivée à apprendre. Donc, il y a vraiment ce rôle pour la personne, pour le coach, pour le professeur, de maintenir cette curiosité chez l'étudiant. Et toi, par exemple, avec tes nageurs, quand tu veux leur enseigner, je sais pas, une nouvelle manière, enfin peut-être pas une nouvelle manière de nager, mais si tu veux leur enseigner un apprentissage quelconque, tu vas devoir éveiller chez eux cette envie de l'apprendre, cette curiosité d'apprendre. Pas juste. En fait, ça marche pas, d'après ce que tu dis, enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, ça marche pas si tu imposes l'apprentissage. Il faut que l'apprentissage, quelque part, il vienne de la personne et qu'elle ait envie d'apprendre et qu'elle soit curieuse d'apprendre. Donc ça, c'est le premier point sur lequel il faudra qu'on revienne. Et le deuxième, avant que je l'oublie, c'est aussi, comme tu dis, laisser la place à l'erreur. C'est-à-dire ne pas chercher
à faire la chose parfaitement dès le départ, laisser place à l'erreur dans l'apprentissage aussi longtemps que ce soit nécessaire. Tu vois, c'est pas grave si dans ta phrase tu fais la même erreur pendant une semaine, c'est pas très grave, on la corrigera à la fin de la semaine, mais au moins pendant une semaine, tu auras pratiqué et tu auras évolué. Et donc, ouais, il y a aussi cette. Ça, je sais pas d'où ça vient chez l'humain, mais c'est vrai qu'on a tendance à tout de suite vouloir corriger. Peu importe dans quel domaine, hein. Moi, quand par exemple je vois un patient faire un exercice ou dans une séance de sport, ou même quand je vais à la boxe ou quoi, ou quand je vois quelqu'un donner un coup de poing pas comme il faut, pourtant c'est du petit détail, mais tu te sens obligé de le corriger tout de suite. Il y a ces- tu laisses pas le temps à la personne de commettre ses erreurs et de se rendre compte par elle-même que ça ne fonctionne pas. Et ensuite, du coup, d'éveiller chez elle la curiosité d'apprendre comment faire pour que ça fonctionne. En fait, à mon avis, en corrigeant tout de suite, tu casses cette curiosité et cette motivation, en fait. En fait, à nouveau, sur ce dernier point, c'est c'est très difficile à gérer parce que et je pense que même dans le domaine du coaching, on a toujours à apprendre quelque chose. C'est-à-dire que moi, à la fois, je suis étudiant quand j'ai mis ma casquette d'étudiante et quand j'essaie d'apprendre quelque chose à travers, par exemple, les processus que je suis maintenant en train de faire avec IdoPortal, mais qu'avant, je fais avec, par exemple, Loïs, ou quand je me suis euh, tourné vers Fred, quand j'ai eu des problèmes à l'épaule il y a 2 ans, je me suis mis, en fait, j'étais pendant 6 semaines, 8 semaines ou 12 semaines, j'ai suivi ce programme, j'étais son étudiant. Du coup, il m'a envoyé le programme, j'ai étudié le programme, j'ai essayé de le mettre en place. J'ai envoyé des feedbacks à Fred, lui il m'a envoyé des feedbacks, etc. Avec Loïs, j'ai fait la même chose quand je préparais le CFG1, etc. Où je pense que finalement, on a tout de suite envie de corriger, mais il faut prendre le temps, c'est pas facile. Et moi, les mentors que j'ai ou que j'ai eus, euh, voilà, sont tous été des coachs ou des figures qui ils allaient pas corriger tout de suite. Que presque ils donnent beaucoup moins de feedback de tous ceux qu'on entend tous les jours en fait. Mais dans la problématique du système, c'est que si tu n'es pas tout le temps en train de parler, de corriger quelqu'un, la réaction des athlètes, c'est oh putain, le mec il a rien à foutre. Le mec il me donne pas de l'attention en fait. Et du coup là, ça crée d'autres problèmes. Du coup, je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est pas toujours facile. Mais, mais voilà, moi, je préfère laisser de l'espace et voir qu'est-ce qui se passe déjà instinctivement chez l'athlète ou chez la personne. Et après, à partir de là-bas, une fois que j'ai compris comment il se comporte sans contrainte ou face à certaines contraintes spécifiques, essayer de lui amener quelque chose. Pas lui amener la solution, mais essayer de dire, OK, j'ai constaté ça. Comment je me casse la tête pour dire comment je peux créer une situation où il est obligé à utiliser une autre façon de faire. Et du coup, peut-être va découvrir qu'il est capable de faire la même tâche d'une autre façon et que cette nouvelle façon, c'est plus efficiente, aussi plus efficace, ou ça lui plaît plus. Et du coup, c'est vraiment d'ancrer cette situation-là. Après de ça, je vais me lier un peu à la question du début, qui c'était quand j'avais écrit sur Insta, comment vous apprenez quelque chose de nouveau. Il y a un mec qui m'a écrit avec un bon coach. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me dis, c'est vrai, mais au 50%, Mm. voire moins. Parce que finalement, je pense que nous, en tant que coach, en tant que professeur, on peut faire 50% du boulot. Mais si la personne en face, il n'a pas envie d'apprendre, il n'a pas envie de laisser quelque chose pour découvrir quelque chose d'autre, on peut pas en fait transmettre quelque chose d'important. Et surtout, ce qui se passe vraiment avec la méthode IdoPortal, où j'ai parlé avec d'autres athlètes qui ont fait des expériences en Australie, où on en parlait avec toi il y a 2 week-ends quand on parlait de l'engagement. Pour moi, c'est le choix de s'engager dans quelque chose qu'il fait presque la totalité du fait de la différence. C'est-à-dire du moment que je m'engage personnellement dans quelque chose, que je fais le choix de adhérer à ça, que je paye, ça m'écoute, ça doit me coûter quelque chose. Si je fais ça,
Là, je débloque quelque chose que je pourrais jamais avoir dans d'autres types de situations. Ouais, là-dessus, moi, je te rejoins. Enfin, on a discuté longuement. Je te rejoins parfaitement sur le fait que je pense que pour obtenir un résultat, il faut s'engager dans le processus, forcément. Et pour être engagé dans un processus, faut avoir quelque chose à perdre, alors que ce soit financier ou du temps ou l'échec d'un diplôme ou j'en sais rien. Mais je pense que le fait d'avoir quelque chose à perdre majore tes chances de réussite, complètement. Et pour en revenir un petit peu à ta méthode, enfin, à ce que tu disais là sur l'apprentissage et le fait de laisser place à l'erreur et à l'échec et de laisser de l'espace à la personne pour qu'elle se découvre et qu'elle découvre un petit peu ce qu'elle est en train de faire et comment elle pourrait le corriger, euh, il y a, il y a des textes, on va dire, des textes, ouais, des auteurs en psychologie qui vont dans ce sens-là où ils énoncent que en gros, quand on pose une question à quelqu'un, à un enseignant, un professeur, un coach, et qui nous donne une réponse, en fait, cette réponse, c'est qu'une solution de dépannage, entre guillemets. C'est-à-dire que la vraie solution, il faut que tu la cherches. Si je te pose une question et que tu me donnes directement la réponse, je vais avoir la solution, mais j'aurai pas eu tout le processus qu'il y a derrière. Et sans ce processus-là, la solution, en fait, n'apporte pas grand-chose. Et moi, je pense honnêtement que une des choses qui fait qu'on est moins bon aujourd'hui dans l'apprentissage des langues, c'est la disparition du dictionnaire, mais du dictionnaire papier, pas du dictionnaire, parce que aujourd'hui, c'est devenu tellement simple de dire j'ai entendu ça, je sais pas ce que ça veut dire, je le tape sur le traducteur, j'ai la traduction. Du coup, on nous apporte directement la solution, mais on n'a pas la recherche derrière. Et sans cette recherche, il n'y a pas cette intégration de la connaissance. Et donc, je pense que vraiment, c'est important de laisser place à l'erreur, de laisser la place à l'athlète, à l'étudiant, à l'élève, de commettre ses erreurs et de chercher la solution par lui-même. Et forcément, c'est pas difficile parce que tu le disais au départ, ça demande un effort. Et cet effort, il peut être fait que si on est engagé. Et on ne peut être engagé que si on a quelque chose à perdre. Et du coup, je pense que, tu vois, c'est cette boucle-là qui est nécessaire dans l'apprentissage pour y arriver, quoi. Ouais. Moi, je suis 100% d'accord. Et là, je vois deux points. Le premier, tu as parlé en fait de laisser de l'espace à l'échec. Mais souvent, on veut pas y arriver là-bas. Ouais. Parce que les gens, ils vont s'identifier avec avec l'échec. Du coup, si je ne réussis pas tout de suite, je suis nul. Mhm. Et ça, c'est souvent les commentaires qu'on entend quand tu disais, toi, avec des clients ou quoi, j'y arriverai jamais, etc., parce que Ouais. je suis nul, parce que j'arrive même pas à faire ça maintenant, etc. Alors que le but, s'il faut, c'est pas maintenant, mais c'est dans 10 mois, c'est dans 2 ans. Là où ça m'intéresse vraiment à arriver. Et du coup, on n'est pas habitué à ne pas s'identifier avec l'échec. C'est-à-dire que moi, les personnes les plus fortes que j'ai vues, c'est des gens qui peuvent perdre dans une compétition, ils peuvent pas réussir dans l'apprentissage de quelque chose, mais en fait, c'est pas grave, ils ont raté aujourd'hui, quoi. Ils sont capables de rentrer chez eux et ils disent, oh putain, aujourd'hui je suis dur, je me suis tabassé la gueule par quelqu'un, ou j'étais comme un con, j'ai rien compris. Et c'est là, en fait, où moi j'ai compris vraiment la différence quand j'apprenais le français. Parfois, je faisais plein de fautes. J'ai je pensais d'avoir écrit un bon dossier, j'arrivais, il y avait que du rouge, que des fautes, que des trucs. Je me dis, putain. Tout de suite, je l'ai dégoûté, mais après, en même temps, j'arrivais à faire ce switch, pas m'énerver, me dire, OK, tout ça, si je vais le relire, je vais le refaire et je vais le représenter, il va plus y avoir d'erreur. Et moi, je vais intégrer quelque chose de très important. Et à fur et à mesure, à force de répéter ça, c'est logique, ça me coûte du temps, ça me coûte de l'énergie. Mais à force de faire ça, j'ai commencé à perfectionner certaines choses. Coup de première, c'est l'identification avec l'échec et notre lecture de la situation. L'interprétation qu'on peut avoir d'une situation. Et ensuite, le problème d'aujourd'hui et qui va être amplifié de plus en plus, c'est vraiment cette manque de petits problèmes, de petits
jeux à résoudre dans le processus d'apprentissage. On a eu une jeune en stage, toi, il est venu une semaine, c'était une jeune du collège. Et à un moment donné, pour son rapport de stage, il me devait poser des questions. Et à un moment donné, il me pose des questions et je vois, je dis, mais t'as trouvé où ces questions? Je dis, ah ben avec ChatGPT. Du coup, tu me poses des très belles questions, très bien pointues, etc. Mais je dis, en fait, c'est quoi ton effort là-dedans? Je dis, parce que ça, c'est pas toi, en fait. C'est un super travail, mais c'est pas toi. Et tu vas rien retenir de ça. S'il faut, tu veux me poser une autre question qui, pour toi, au niveau émotionnel, ça va être beaucoup plus importante, d'où tu pourras apprendre quelque chose. Du coup, là, on peut avoir des résultats beaucoup plus rapidement, quelque chose de beaucoup plus complexe, qui va paraître plus beau, mais en même temps, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure de réflexion, il n'y a pas de structure dans le cas d'un skill physique de préparation au corps pour faire ça. Et du coup, ça, c'est un problème. Le plus on va vite dans un processus, le moins on a de temps pour créer quelque chose de solide. Ouais. Si, et avec ça, j'ai vu ça beaucoup avec l'apprentissage, avec le LOIS quand je préparais SFG1. Euh, Pendant des mois, parce que j'avais l'impression de presque de pas travailler. Genre, j'avais mal à la tête parce que c'était apprendre des mouvements cognitivement, mais ils me disaient travaille avec 12, 16 kilos. Et heureusement, je m'entraînais toute seule. Du coup, il y avait personne qui me regardait. Et au moins, j'arrivais à gérer l'ego, de dire je travaille avec 16 kilos, alors que dois passer mes tests avec 24 au plus. Mais en fait, ça m'a permis de consolider un geste technique sans me blesser, de vraiment l'apprendre. Et après, de pouvoir travailler avec un picking vers les dernières 3 semaines, c'était dur avant la certif. Mais avant, en fait, c'était un autre type d'apprentissage. Et du coup, ça, pareil, j'ai eu vraiment comment ça peut se passer et les bénéfices que tu peux avoir de ce type de projet, de processus. Et du coup, chaque fois, quand tu dis de dictionnaire, qu'on speed, qu'on accélère trop cette partie-là, on abîme le vrai processus d'apprentissage. Et c'est vrai dans tous les domaines. Ouais, bah, là-dessus, moi, je te rejoins à 100%. C'est vrai que si je devais un petit peu résumer, parce que là, on va arriver à la fin du podcast, mais si je devais résumer un petit peu ce qu'on a dit sur l'apprentissage et les points clés, moi, ce que j'ai retenu et ce qui me semble vraiment pertinent, c'est déjà forcément les deux modes d'approche que tu as évoqués, du global vers le spécifique ou du spécifique vers le global, sachant que dans cette deuxième approche, tu as plusieurs étapes, hein, avec d'abord euh, l'assimilation, l'intégration et ensuite l'improvisation. Et cette dernière étape d'improvisation qui me semble hyper importante et qui est parfois abandonnée parce qu'en fait, dans le processus, on va avoir les bases, on commence à les intégrer, donc on a l'impression de maîtriser. Et sauf que cette impression de maîtrise, elle est jamais mise euh, face à l'environnement externe, donc face à l'improvisation. Et du coup, en fait, on se rend pas compte qu'en fait, on maîtrise pas la chose. Donc, il y a ces deux stratégies-là qui me semblent hyper importantes. Et ensuite, il y a ces deux facteurs plus émotionnels qui sont clés, qui sont, comme tu le disais, la curiosité, donc l'envie d'apprendre. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir stimuler. Et là, c'est peut-être un petit peu la limite du système scolaire, du système académique ou même du système qu'on peut retrouver dans certains sports, dans certains coachings, c'est-à-dire que on impose à l'élève un apprentissage sans chercher à le stimuler, sans lui expliquer pourquoi. Et du coup, forcément, ça limite sa volonté d'apprendre, donc son engagement. Et la deuxième chose, c'est cette place qu'on doit laisser à l'échec, cette place qu'on doit laisser à l'apprenant, de tester ces choses, de se tester lui-même et de découvrir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas par lui-même avant de lui apporter directement une solution toute faite. Et dans ces deux visions un petit peu émotionnelles, il y a quelque chose qui est commun, c'est cette notion d'effort à fournir de la part de l'apprenant, l'effort de chercher, l'effort d'essayer, et l'effort surtout de réessayer après avoir échoué. Et cette notion d'effort, elle vient quelque part qu'avec l'engagement qu'il peut avoir dans l'apprentissage. Et, euh, et du coup, c'est un peu de là dont ça part. Donc, je sais pas si tu as un truc à rajouter
important dans le podcast que tu voudrais qu'on rappelle à la fin? Mhm. Bon, moi, ouais, non, je reviens sur la partie t'as parlé d'une partie émotionnelle dans l'apprentissage. Ouais. Et je pense que du coup, ça va être un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans ces différentes phases d'apprentissage, on a tendance, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on ne se rend pas compte de c'est quoi vraiment le processus. On visualise le processus comme un processus linéaire. Je suis là, je ne sais pas faire la chose, je pratique, j'arrive là. Alors que ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est pas linéaire d'abord. On va passer pour des étapes, des stages, des développements qui vont avoir une vitesse plus ou moins élevée en fonction de la personne, de son engagement et de la difficulté de la tâche et de la période où je suis. Plus je vais avancer, plus le, la progression, ça va être difficile. Je vais devoir mettre beaucoup plus d'investissement pour maîtriser un détail encore plus d'un niveau un peu plus élevé. Du coup, il y a ça. Et ça, ce qui n'est jamais posté sur les réseaux sociaux, au moins de la plupart des gens, c'est on voit jamais la frustration qui va avec. Ouais. Parce qu'il soit une tâche physique ou cognitive, surtout cognitive, on va devoir passer par beaucoup de frustration. Ça, la frustration, j'ai gardé un cahier pendant presque 2 ans où j'ai marqué toutes les émotions que je vivais pendant mes séances d'entraînement ou Ah ouais. pendant mes journées. Et depuis que j'avais commencé à travailler, par exemple, avec Ido Portal, ce que j'ai remarqué, c'était que la chose que j'avais le plus souvent, un pattern qui revenait tout le temps, c'était cette émotion, que c'est la frustration. Et plus j'avais de frustration, plus j'avais arrivé à dépasser ça, à l'accepter, et faisant une grosse partie de mon processus d'apprentissage, plus ma progression elle était élevée. Mais en Intéressant. même temps, si on fait face à ça, on est pas préparé, on ne sait pas qu'on va faire face et on l'accepte pas, c'est pas plaisant en fait. On a souvent, on dit ouais moi je fais ça parce que ça me plaît. Et moi je dis en fait que quand on veut apprendre quelque chose, le plaisir c'est pas forcément la chose la plus importante. Parce que je peux pas avoir envie tous les jours, je peux pas, ça peut pas être plaisant tous les jours. Et du coup, la chose la plus importante, c'est la notion de choix, répéter ses choix et de effort dans la répétition de mon choix. Et, et pour terminer, au moins de ma partie, dans la structure pour moi, dans les paramètres de l'apprentissage, euh, il y a trois différents niveaux de pratique où on a un premier niveau, c'est très superficiel. Et je pourrais définir ça comme passif. Par exemple, je veux apprendre une langue, tu as des mecs qui disent, ah, moi, je prends une langue, ça fait 17 ans que j'apprends l'anglais, et je regarde des séries en anglais, ou j'écoute des podcasts en anglais, mais en même temps, en fait, je suis en train de cuisiner, je fais d'autres choses, je nettoie chez moi, machin, etc., je suis à la plage. En fait, ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement passif. Peut-être que je vais intégrer quelque chose, mais je suis pas sûr. Et en fait, c'est du temps, en fait, c'est du multitasking qui c'est pas vraiment efficace. Le deuxième niveau, mais peut-être c'est mieux que rien. Pas sûr, mais peut-être c'est mieux que rien. Le deuxième niveau, je pourrais le définir comme le niveau mécanique. Et c'est, je pense, le plus populaire. C'est-à-dire, en fait, j'ai envie d'apprendre quelque chose, j'ai envie de progresser. Et du coup, j'y vais, je tape. Je vais à muscu, je vais être fort, je prends la barre, je pousse. Je fais, toi, vraiment, toi, du grind, toi. Ça, c'est la vision Mhm. américaine, no pain, no gain. Je vais, je fonce, je me motive, je prends une Red Bull si je suis fatigué, j'arrive et j'envoie, toi. Ça passe, ça donne des adaptations, c'est sûr. Mais bon, pour moi, ça reste un niveau vraiment très mécanique. Même avec des skills un peu plus fines, comme savoir jongler, je peux le faire, mais si je le fais mécanique, j'arrive à un moment donné, avec la répétition, à avoir un résultat. Mais est-ce que ce résultat, c'est le vrai résultat que je vais avoir? Pour moi, là, on a des résultats, mais il n'y a pas de transformation de la personne, il n'y a pas d'adaptation personnelle, de transformation personnelle.
Le troisième niveau, le plus profond pour moi, le plus important, c'est vraiment ça. C'est le niveau qui prend le plus de temps pour se mettre en place. Et c'est un niveau où, pendant le processus d'apprentissage d'une tâche, il y a une transformation de la personne, de la personnalité ou de l'être humain qui est en train d'apprendre la tâche. Dans ce cas-là, si je vais apprendre, par exemple, à faire des mouvements ou à faire quelque chose, je veux pas seulement répéter un mouvement que j'ai vu faire de quelqu'un d'autre, mais je vais vraiment euh, pouvoir exprimer moi-même à travers le mouvement, à travers la tâche, à travers la langue, etc., etc. C'est par exemple apprendre une langue, pas seulement au niveau académique, et savoir bien écrire, mettre bien les accents, tous les accents que vous avez en français, mais c'est savoir parler avec un professeur à l'université, savoir écrire un dossier, savoir parler avec des enfants quand tu donnes des cours aux petits, savoir parler avec des ados et comprendre quand ils te parlent en verlan, par exemple. Et en fait, avoir vraiment ces différents niveaux et savoir s'adapter tout le temps à ceux que tu trouves en face de toi. Ouais, et tu vois, moi, ce que ça m'évoque un petit peu là, ce troisième stade, par exemple, au niveau de l'apprentissage d'une langue, ce serait d'être capable de mettre des émotions dans ce que tu dis. Exactement. Typiquement, être capable de mettre de l'humour ou du second degré. Tu vois, être capable de prendre une phrase qui est bien construite, donc qu'on pourrait avoir dans ce que tu décris au deuxième niveau, au niveau mécanique, et y ajouter cette pointe d'humour, parce que ça vient de toi et que tu te l'es approprié en fait. Tu vois. Exactement. Et du coup, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Malgré toutes ces réflexions philosophiques, tu vas pas pouvoir échapper à la question du podcast, donc il va falloir que tu réfléchisses une dernière fois. Il va falloir que tu réfléchisses une dernière fois. Euh, bon, je pense qu'au fur et à mesure, tu commences à la connaître, mais si tu avais les pleins pouvoirs, donc en France, et que tu avais le choix de pouvoir imposer aux Français, aux Françaises, ce que tu veux, qu'est-ce que tu mettrais en place pour améliorer leur santé? En fait, pour à nouveau, pour améliorer leur santé, je dirais que tout ça part d'un apprentissage de soi-même. Et du coup, en fait, leur donner les moyens de pouvoir faire des expériences avec de la présence, de l'engagement là-dedans, et pouvoir découvrir qu'est-ce que ils ont besoin. Pas, que c'est pas qu'est-ce qui leur plaît, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire. Et du coup, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas dit, ou je me rappelle plus. Lié à ça, je pense que c'est important d'avoir une guide ou quelqu'un, un coach, qui en fait, qu'il est capable, au moins, qui peut nous guider dans ce processus-là. Parce que il va pouvoir le faire avec un point de vue un peu détaché, un peu en hauteur. Il peut avoir une vision un peu plus large et en fait nous proposer des choses qui vont pas toujours dans le sens de notre plaisir, mais dans notre bien-être, dans notre bien. Du coup, je dirais que c'est plutôt dans cette vision-là que je souhaite aux personnes de pouvoir s'engager pour avancer et d'être mieux. Ok, ok, bah c'est bien parce que ça n'avait pas encore été dit, mais ouais, on reste dans cette histoire d'apprentissage et d'apprendre à se connaître, apprendre ce dont on a besoin et du coup mettre en place des actions qui permettent d'obtenir ce dont on a besoin plus que ce qu'on a envie. Et donc du coup, si besoin, et parfois c'est souvent nécessaire d'être accompagné par quelqu'un qui a cette prise de recul et qui est capable de nous imposer, entre guillemets, ce dont on a besoin au-delà de ce qu'on a envie de faire. Parce que c'est vrai que ces fois, quand on s'entraîne seul ou quand on fait les choses seul, on a plutôt tendance à aller vers ce qu'on aime faire plutôt que ce qu'on doit faire. Pas toujours pareil. Voilà. On va vers ce qu'on aime faire, ce que où on est déjà bon Mhm. et que ça ne coûte pas beaucoup à niveau. En fait, on trouve des façons pour éviter cette frustration. Ouais, c'est vrai que cette idée de frustration, ouais, Quand très c'est pas nous intéressant. qu'on choisit, mais on choisit de faire confiance à quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne qui nous pose un cadre, qui nous pose une structure. Là, on s'est engagé, du coup, il n'y a pas de problème. On va faire les choses, mais on va le faire avec un détachement et avec un esprit de
je vais me challenger dans ça. Je sais, ça va être frustrant aujourd'hui, mais bon, j'ai choisi de faire ce processus-là. J'ai choisi cette personne pour être guidé. Et là, du coup, ça pose pas de problème. Ouais, il y a cette relation de confiance, quoi. Ouais. Ok, bon, et qu'il faut chercher, qu'il faut créer avec du temps, avec du temps ensemble, des échecs aussi, des victoires, tout ce processus qui continue à se répéter chaque fois. Ok. Ben écoute, je te remercie d'avoir pris le temps d'échanger sur ce processus d'apprentissage. J'ai trouvé ça très, très enrichissant, très, très intéressant, puisque il y a vraiment des clés pour débloquer des méthodes d'apprentissage et à appliquer sur le terrain et à soi-même. Donc merci d'avoir pris le temps d'échanger là-dessus. Merci à toi. Honnêtement, c'était cool de pouvoir en parler. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que j'ai en tête que j'aimerais bien Ah ben, aussi discuter avec toi, mais il y aura un niveau 2. ça va être Il y aura un niveau 2.